Chanson d'automne, une nouvelle de Martine Ferrachou. Le chœur, harmonieusement regroupé en face d'elle, forme sur 3 rangs un arc de cercle presque parfait, véritable rempart contre l'autre, la grande ennemie, dont il ne faut surtout pas prononcer le nom. Tous se sont apprêtés. Barbe taillée au cordeau pour les uns, visage rasé de près pour les autres. Les cheveux, quand ils en ont été domptés par du gel ou de la laque. Pour le reste, chaussures noires immaculées, costume et nœuds papillons noirs, chemise blanche sans un faux pli. Tenue des grands soirs, tenue de gala. Un peu classique, diront certains, mais sobre, sans bavure, élégant. C'est ainsi qu'elle l'avait voulu à la création de son ensemble vocal, et nul n'avait contesté cette décision. Mezzo-soprano reconnue, elle s'était longtemps produite dans des lieux prestigieux, tant en France qu'à l'étranger. Mais au bout de quelques années, un besoin nouveau s'était ancré en elle, celui du partage. Elle avait ressenti une envie profonde de mettre ses compétences au service de personnes désirant chanter. Elle était donc devenue professeure de technique vocale, l'une des meilleures de sa génération. Elle avait enseigné son art avec passion, puis, tout naturellement, elle s'était orientée vers la direction chorale et avait fondé le Chœur des hommes. Et aujourd'hui, de ces hommes, pas un ne manque à l'appel. Même Pierre, le plus susceptible, le plus coriace, a fait le déplacement. Et peu importe les anciennes querelles, les vieilles rancunes, il s'est posté là, au centre du cercle, main droite cramponnée à la barre métallique du lit, regard perdu dans les plis de la couverture. Les jumeaux l'encadrent, comme toujours. Ils appartiennent au même pupitre et ont pris spontanément leurs marques habituelles. Leurs mains tremblent comme si, en ce jour, les livrets de partition pesaient un poids insoutenable. Au premier rang se trouvent aussi Bernard, qui ne cesse de chiffonner un grand mouchoir à carreaux d'un autre temps, Philippe, qui essuie depuis trop longtemps ses verres de lunettes, Marc, qui affiche un sourire rictus alarmant, Fred, qui écrase maladroitement une larme, et bien sûr Charles, le plus sensible, le meilleur ami aussi. Ses yeux gris embués, ses lèvres fines et pincées, son extrême pâleur dénoncent un immense désarroi. Il ne peut détacher son regard du visage de sa chef de chœur, lui adresse avec discrétion un geste complice de la main. Mais comment pourrait-elle lui répondre? Plus semblable sur ce lit d'hôpital à une statue funéraire qu'à un corps de chair et de sang, elle s'est absentée, gisante au masque de marbre blanc engoncé dans l'oreiller. Un imperceptible sourire fige sa bouche livide. À l'heure où les feuilles tombent, où l'automne jonche le sol d'une myriade de dépouilles pourpres ou mordorées, elle s'est, comme elle, détachée de la branche, enlevée par les bourrasques de la morne saison, envolée vers la contrée de la nuit éternelle. Elle ne peut plus rejoindre nos rives. Immobile, son corps est resté à quai, fracassé, anéanti, rongé par le crabe. Une enveloppe vide qui, aujourd'hui, fait face au silence assourdissant du cœur des hommes. Louis a entendu dans la bouche des médecins l'horrible expression. Perte prolongée de conscience et de sensibilité. C'était il y a plusieurs jours. Il l'a traduite par un simple et terrible mot qui sonne comme le glas. Coma. Sa femme, son aimé, a été plongée dans le coma, afin que cesse la douleur, afin qu'advienne le repos. Mais il n'a pas pu accepter cette fatalité. Il a rassemblé les hommes de la chorale dans leur salle de répétition habituelle.
Ils sont arrivés, les uns après les autres, le pas lourd, les mines graves, la voix chevrotante. Ils lui ont serré la main plus longuement que d'habitude. Ils ont doucement tapoté son épaule. Il a parlé. Qu'avait-elle fait toute sa vie durant, avec passion? Qu'est-ce qui l'a transporté, l'ensorcelé, l'embrasé? Le chant, encore et toujours. Le chant, plus fort que tout, faisait battre son cœur. Ils allaient donc chanter pour elle. Où ça? Mais là où elle se trouvait, bien sûr, dans sa chambre d'hôpital. Au pied de son lit? Évidemment. Ou d'autres ailleurs. Mais tous ensemble? Tout ce qu'ils souhaitent. Les 18? Les 18, s'ils le veulent. A cappella, vraiment? Eh bien, oui, quelle importance. Mais il n'y avait pas de mais. Ils n'ont pas posé d'autres questions et ils n'ont pas réfléchi plus longtemps. Ils ont accepté. Ok, d'accord. On le lui doit. Elle est notre chef, notre guide, notre égérie. Oui, nous allons chanter pour elle, coûte que coûte. Tous en chœur pour elle, irrémédiablement. Quand Louis s'est entendu répondre par les médecins. C'est impossible, vous n'y pensez pas. Il leur a conseillé de revoir Alice au pays des merveilles, et plus précisément, la scène entre Alice et le chapelier fou. Puis, il leur a murmuré d'aller se faire. Il a regardé sur le calendrier d'Alice quelle était la prochaine date de concert. Il avait déjà quelques jours auparavant rayé dans cette case l'écriture de sa femme et ajouté au feutre noir « Annulé ». Mais finalement, le concert aurait bien lieu, en chambre, avec elle, pour seul public. Il a passé des coups de fil, il a envoyé quelques mails afin d'informer les hommes. Il a expliqué qu'il avait obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet. Il a raconté combien il a été difficile de faire tomber les barrières. Il a énuméré le nombre d'obstacles qu'il a dû franchir. Le cœur des hommes ne devait pas savoir qu'il s'apprêtait à accomplir l'impossible. Ils sont arrivés vers 18h, individuellement ou par petits groupes. Ils n'ont même pas rasé les murs. Ils n'ont pas cherché à camoufler leur tenue de gala sous quelque par-dessus. Certains ont croisé des infirmières, des aides-soignantes souriantes et amicales. On ne se méfie pas de personnes qui semblent sereines et dans leur bon droit. Ils sont entrés dans la chambre 216. Maintenant, le cœur des hommes forme sur 3 rangs, face à Alice, un arc de cercle presque parfait. Véritable rempart humain, certes, mais fragile et ondulant. Les fronts se perlent de sueur, les regards se voilent, les épaules s'affaissent. Tant de brèches creusées dans l'édifice par le chagrin et la peur. Pourront-ils accomplir ce pourquoi ils sont venus? Ils observent en silence les fleurs, les bougies installées à la hâte par Louis, les tissus colorés qui cachent les sévères appareillages médicaux, les agapes nombreuses et variées sur la table recouverte d'une nappe blanche en dentelle. Ils se réfugient dans cette mise en scène funeste afin de ne pas la voir, elle, toujours vivante, mais moribonde. Déjà partie, déjà si loin. Louis, soudain, s'impatiente. Allez-y, faites-le, maintenant. Il prend avec douceur la main inerte qui repose sur le drap et fixe le cœur des hommes. Chantez, s'il vous plaît. Pierre se racle la gorge et objecte. Mais c'est impossible. C'est impossible sans les notes de départ. Louis en reste bouche bée. Puis il parvient à balbutier. Elle est là, avec vous. Fermez les yeux. Écoutez, elle va vous guider, comme elle l'a toujours fait. Du plus profond de son âme, elle va vous guider. Ayez confiance. Alors, tous laissent choir leurs partitions devenues inutiles. Les feuilles hésitent, planent quelques secondes dans l'air en discrètes arabesques, se posent en silence, çà et là, sur le sol stratifié de la chambre, sur les chaussures noires lustrées avec soin, sur le lit. De ce linceul barbouillé de signes et de notes, de symboles et de nuances, naît alors le chant de la résilience. Les choristes ferment les yeux, retrouvent leur chef de chœur en pleine vitalité et se laissent submerger par ce souvenir. Vibrante d'émotion,
Rayonnante de bonheur, elle se dresse devant eux et dirige de sa main, de son regard, de sa voix, sa chorale. Et bien au-delà des murs de la chambre, bien au-delà des couloirs de l'hôpital, retentit à l'unisson un va pensiero de Verdi, puissant, humain, magistral, maîtrisé comme jamais. Car il chante, vaille que vaille, chante, plein poumon, et par leurs voix unies, ils offrent à Alice un présent inestimable, leur cœur d'homme.